Bien, on va passer maintenant à la partie scientifique de la journée. Donc, on va avoir d'abord un exposé du professeur Vaughan Jones de l'Université de Berkeley. Vaughan Jones est quelqu'un qui a eu la médaille Fields en 90 pour ses travaux en analyse fonctionnelle et en théorie des nœuds. Il est membre de la US National Academy of Science and the Royal Society. Et aujourd'hui, il va nous parler d'un titre qui fait un peu peur, aux portes du désordre. J'espère que ça ne s'applique pas à nous. Je ne sais pas si le micro marche, non? Ça marche? Très bien, merci. Bon, alors merci beaucoup pour l'invitation. Ça me donne une belle occasion pour faire un peu de pub pour des travaux récents que je fais. C'est aussi plutôt rare qu'on ait la permission de parler français à une conférence de maths en français, en France, mais aujourd'hui, il paraît que c'est permis, c'est même voulu. Donc, je vais, si je tiens le coup, je vais parler en français. Voilà, et je remercie aussi Romain pour la traduction du titre. Donc, aux portes du désordre, le titre anglais, il est là. J'avais beaucoup de peine à traduire ça en français. Mais il faut faire face tout de suite au mot sauvage. Donc, il va s'agir de propriétés sauvages, et c'est dans un sens plus ou moins technique, mathématique, que j'utilise le mot sauvage. Donc, il y a des phénomènes, par exemple, il y a les nœuds apprivoisés, il y a les nœuds sauvages. Donc, c'est dans ce sens que j'utilise le mot sauvage. Pour la fondation mathématique Jacques Hadamard, je ne comprends pas à 100% de quoi il s'agit, mais je suis impressionné par le fric. On est toujours impressionné par le soutien du gouvernement et du peuple français pour les mathématiques. C'est pas comme ça partout dans le monde. Depuis au moins 10 ans, je cherche en Nouvelle-Zélande assez désespérément trouver de l'argent pour monter un institut de maths. Et s'il s'agissait d'argent pour la Coupe du Monde de rugby, il n'y aurait pas de problème, mais pour les maths, c'est pas évident. OK. The onset of wildness, donc c'est aux portes du désordre. Alors, il s'agit de quoi? Ben, il y a les portes du chaos, ça c'est assez connu. Ici, on a des dédoublements de périodes dans les phénomènes, dans les systèmes dynamiques, où on a des points fixes qui deviennent des points doubles, etc. Et ici à gauche, on a une situation apprivoisée, alors qu'ici à droite, quand on change le paramètre R dans l'équation, dans le système dynamique, on a une situation qui est sauvage. Alors, donc, je vais parler d'un autre phénomène de ce genre dans un autre monde. En fait, les algèbres de von Neumann. Mais, en fait, cette dichotomie entre l'apprivoisé et sauvage se reproduit est assez universelle en mathématiques. Ce qui est bien connu aux algébristes, c'est la théorie de Gabriel, où on a les carquois. Il s'agit simplement de transformations linéaires entre espaces vectoriels suivant certains dessins qui est donné par un graphe. Et on peut en fait classifier donc il y a un certain nombre de graphes où on peut classifier toutes ces représentations linéaires sur les espaces vectoriels. Les graphes s'appellent les carquois, et les représentations sont apprivoisées ou sauvages suivant le graphe. Et on verra bien ces graphes apparaître. Donc on peut facilement... La situation apprivoisée, c'est quand on peut énumérer de manière très très facile toutes les représentations linéaires de la classification. Et on va voir un peu ailleurs, mais il y a une classification suivant les diagrammes de Dynkin A, D, E. Et en fait, il y a un cadre encore plus simple où il y a cette dichotomie apprivoisée, sauvage. Et c'est un truc qui est tellement simple que vous n'avez peut-être pas encore pensé. C'est quand on a les mots
sur un alphabet d'une seule lettre. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas très intéressant, parce que si on a une seule lettre, les mots sont simplement donnés par leur longueur. Moi, je suis d'accord, sauf que ça nous donne quand même les entiers positifs, les nombres naturels. Et on sait bien qu'en fait, si on travaille assez, on peut tout coder en un nombre, un entier positif. C'est pénible, mais on peut le faire. Par contre, si on se donne deux lettres dans l'alphabet, 0 et 1, c'est habituel, alors à ce moment-là, les mots de longueur n, il y a 2 puissance n, et c'est ça la source de la richesse dans les ordinateurs, l'informatique et tout ça, que il y a le nombre de mots, le nombre d'informations qu'on peut, la quantité d'informations qu'on peut mettre dans les mots de longueur n croît exponentiellement avec la longueur du mot. Alors, on appelle ça un sauvage, donc dans ce contexte, ça c'est l'apprivoisé quand il y a une seule lettre, et avec deux lettres déjà, c'est sauvage. Mais le message, c'est que c'est très, très bien d'être sauvage, hein, parce qu'on peut coder un stock invraisemblable d'informations dans des mots de n lettres, avec n assez petit. Alors, ce même phénomène se reproduit tout de suite dans les groupes. Vous savez peut-être que si vous prenez le produit libre du groupe à deux éléments avec lui-même, donc, un groupe a forcément une identité, donc ça commence dès qu'il y a deux éléments. Et donc si on fait ce produit libre, on sait très bien que quand on écrit les mots, l'identité ne compte pas, donc c'est comme si on avait une seule lettre. Et la traduction de ce phénomène, c'est que ce produit libre est en fait isomorphe au produit croisé de produit semi-direct des entiers avec les entiers modulo 2. Donc une situation où on comprend parfaitement ce qui se passe et c'est finalement pas hyper intéressant. Par contre, si on passe au produit libre du groupe à deux éléments avec le groupe à trois éléments, alors là, on est dans le sauvage, parce que ça contient un groupe libre d'indices finis, et là, il y a disons des résultats techniques qui disent qu'on ne peut pas tout classifier de manière lisse. Maintenant, j'utilise un slide de Martin Breitson pour montrer que, en fait, ce qui est sauvage pour quelqu'un est peut-être apprivoisé pour quelqu'un d'autre. Alors voilà, donc, alors c'est ça son monde. Ici, c'est son monde des groupes. Vous avez peut-être déjà vu ce dessin, mais chaque symbole, là, il y a les groupes. Là, il y a le groupe à un élément. Là, il y a Z, les entiers. Et là, il y a le groupe abélien, nipotent, etc. Et ici, juste là, il y a les groupes libres. C'est pas? Donc, pour lui, les groupes libres que nous, on veut qu'ils soient sauvages, ils sont vraiment tout près. C'est presque comme s'ils étaient des groupes triviaux pour lui. Alors qu'ici, il a des lions. Donc, les groupes qui sont sauvages, pour Martin Breitson, c'est des trucs que nous, on ne peut même pas y penser. Déjà, le groupe libre, qui est tout près du très, très apprivoisé, est déjà sauvage pour nous. OK. Alors maintenant, on passe un peu, je m'excuse, mais un peu au côté technique. Je dois introduire un peu le monde où on va revoir cette dichotomie apprivoisée sauvage. Et je dois vous définir les facteurs de type 2.1. Alors, c'est un peu technique, c'est un peu compliqué. Donc je commence par un exemple. Alors, voici l'exemple. On prend le groupe libre sur deux générateurs, donc un groupe qui est quand même un peu non commutatif. On prend ce groupe libre et on prend sa représentation unitaire, la représentation régulière gauche, sur l'espace de Hilbert L2, les fonctions L2. Oui, alors là, il y a en fait, ça devrait être L2. Je m'excuse, c'est L2 du groupe, c'est pas petit L2 de C.
Merci. C'est quand même un peu moins sauvage que petit L2C. Donc, en fait, c'est une représentation assez banale. C'est simplement la permutation d'une base indexée par les éléments du groupe. Donc voilà, c'est une représentation, comme j'ai dit, élémentaire, mais ça a la propriété que ça ne se décompose pas facilement, et on dirait même pas du tout, en somme directe de représentation irréductible. C'est ça le phénomène de type 2, comme on dit, qui a été découvert par von Neumann. Et ça donne le premier exemple d'un facteur de type 2,1. Donc c'est le commutant, c'est les opérateurs bornés sur cet espace de Hilbert qui commutent avec l'action du groupe. Donc on sait bien que si on a une représentation d'un groupe et on veut décomposer cette représentation, on commence à regarder les opérateurs qui commutent avec la représentation. C'est ça le commutant. Alors ce commutant est une algèbre, c'est une algèbre de von Neumann, et il se trouve que c'est un facteur de type 2,1. Alors quelle est un peu une définition des facteurs de type 2,1 ? D'abord, c'est une algèbre de dimension infinie d'opérateurs bornés qui agissent sur un espace de Hilbert. Donc ça, c'est le monde global. C'est fermé sous l'étoile. Vous savez bien que chaque fois que vous avez un opérateur borné, il y a son adjoint. Et convergence simple sur l'espace de Hilbert. Un facteur de type 2,1 est par définition simple, où en fait c'est équivalent de dire que le centre de l'algèbre se réduit au scalaire, au multiple scalaire de l'identité. Et c'est un tout petit calcul dans cet exemple de voir que cette algèbre-là, le commutant de la représentation régulière gauche, est simple, enfin, soit à centre trivial, parce que le groupe F2, toutes les classes de conjugaison de ce groupe sont infinies. Et dès qu'on a un groupe qui a cette propriété, on a forcément un facteur de type 2,1. L'ingrédient le plus intéressant, peut-être, c'est une fonction, donc un ingrédient numérique. C'est une trace sur l'algèbre et ça a toutes les propriétés d'une trace des matrices n fois n. Sauf que le truc nouveau à l'époque et extrêmement intéressant, c'est que les valeurs de cette trace sur les projecteurs, je ne sais pas si vous prenez une matrice n fois n, si c'est un projecteur, alors c'est essentiellement des 1 et des 0 sur la diagonale, et la trace c'est le nombre de 1. Alors, dans le cas des facteurs de type 2,1, il y a une trace qui ressemble, sauf que les valeurs de la trace sur les projecteurs, c'est l'intervalle 0 jusqu'à la trace de 1. On peut toujours normaliser pour avoir la trace de 1 égale 1. Donc ce sont des algèbres qui sont des limites, dans un certain sens, d'algèbres de matrice. On prend des algèbres de matrice de plus en plus grands, mais on normalise pour avoir une trace à la fin. Que la trace sur les matrices passe à la trace sur la limite. Alors c'est ça un facteur de type 2,1. Alors ici, donc, il faut voir la comparaison avec les algèbres de matrice où la trace, ça prend les valeurs 0, 1 jusqu'à n. Donc ici, on a tout un intervalle de valeurs pour la trace d'un projecteur. Et c'est ce phénomène qui a fasciné von Neumann et il a appelé ça la dimension continue. Alors un sous-facteur, une fois qu'on a la notion de facteur, un sous-facteur c'est trivial, c'est simplement une sous-algèbre qui est aussi un facteur, qui porte donc aussi une trace. Et on veut quand même que les deux soient des facteurs de type 2,1. Donc, avec cette trace sur le facteur m, on peut donner une notion de dimension, d'indice, en fait, ce qu'on appelle l'indice de n dans m. Et
par définition, c'est la trace en fait d'un projecteur. On projette de M sur N, on prend la trace de ce projecteur, et c'est ça la définition de ce nombre. Donc en principe, c'est un nombre réel plus grand que 1, parce que M est plus grand que N, donc il faut que ce soit plus grand que 1, plus grand ou égal à 1. Mais c'est un nombre réel. Vous pensez à la théorie de Galois où N et M sont des corps. Alors à ce moment-là, l'indice, c'est le degré de l'extension, c'est un entier. Mais ici, on a une théorie où, a priori, on pense avoir des degrés des extensions qui sont des nombres réels. On cherche des exemples, on peut en quelque sorte traduire la théorie de Galois en algèbre de von Neumann. Et le premier exemple intéressant, c'est là où on a une action d'un groupe fini, et on prend N, le sous-facteur, comme les points fixes pour l'action du groupe fini, exactement comme on fait en théorie de Galois. Alors, dans cet exemple, on calcule, et l'indice, on s'y attend, c'est l'ordre du groupe. OK? Facile. Et en plus, cette théorie de Galois, ça s'étend, il y a en fait une correspondance galoisienne entre les automorphismes. Non, il faut dire. On peut, oui, voilà, c'est ça qui est intéressant. Si on se donne simplement N comme sous-algèbre de M, rien d'autre, simplement N et M, sous-facteur, on peut en fait retrouver le groupe dans cet exemple. Le groupe, c'est exactement les automorphismes qui laissent invariant, point par point, le sous-facteur. Une fois de plus, c'est comme une extension en théorie de Galois. Ça marche dans ce cadre où on a en fait des facteurs de type 2,1 plutôt que les corps. Alors, il y a plein d'autres exemples de sous-facteurs qu'on obtient un peu vaguement de la même façon. Et on peut, en fait, c'est assez surprenant, hein, au départ, on peut en fait plonger la théorie des groupes de Lie compacts, les groupes quantiques, les groupes de lacets, on peut les plonger dans la théorie des sous-facteurs, et ça justifie cette assertion que les sous-facteurs sont une généralisation de la notion de symétrie de groupe. Okay. C'est ça qui m'a motivé pendant 20 ans, au moins 20 ans pour mon étude des sous-facteurs. Bon, alors pour vous poser peut-être la question, quelles sont les valeurs de cet indice? J'ai dit que c'est un nombre réel, mais je vous ai donné que des exemples où c'est un entier. Hein. C'était l'ordre du groupe. Il y a d'autres exemples assez faciles où c'est un entier. Et le résultat, qui était un peu au début du sujet, c'était que si cet indice est plus petit que 4, c'est forcément la forme 4 cosinus carré de pi sur n, pour n égale 3, 4, 5, 6, etc. Ou ça peut être 4, numéro 4, c'est 4 cosinus carré de pi sur n tendent vers 4. Et à partir de 4, ça peut être n'importe quel nombre réel. Donc il y a effectivement cette dimension continue, mais il y a un régime avant où on a une espèce de spectre discret pour les valeurs de l'indice. Donc voilà le dessin, pour voir ça, visualiser ça. Voilà les nombres 4 cosinus carré de pi sur n, quand n égale 3. Je crois que tout le monde est capable de calculer 4 cosinus carré de pi sur 3. Peut-être pi sur 4, ça demande un peu plus. Pi sur 5, alors voilà, ça c'est le premier cas vraiment intéressant, où ce n'est pas un entier. C'est 4 cosinus carré de pi sur 5, c'est le nombre d'or plus 1, ça fait 2,6 à peu près. Ensuite, il y a 3 et les nombres qui se convergent vers 4. Et à partir de 4, comme j'ai dit, il y a un spectre continu. Bon, maintenant, je résume plusieurs années de recherche et je vais sortir ce qu'on appelle l'invariant, un invariant important, disons, de sous-facteurs. Et c'est un graphe. C'est un graphe, et ça s'appelle le graphe principal du sous-facteur, que je vais vous décrire maintenant.
Alors ici, donc il faut penser algèbre. Hein. On a deux algèbres, N et M. Donc quand on a deux algèbres, on peut regarder les bimodules. Donc c'est une action à gauche d'une algèbre et une action à droite de l'autre algèbre, et les deux actions commutent. Ça, c'est sur un espace vectoriel. Ça, c'est ce qu'on appelle un bimodule. On peut regarder tous les bimodules, on peut regarder les bimodules irréductibles, et on peut regarder les classes d'équivalence de bimodules irréductibles. C'est normal, c'est ce qu'on fait, on est des mathématiciens. Donc ici, j'ai simplement écrit les classes d'équivalence. Donc chaque croix, c'est une classe d'équivalence de bimodules irréductibles. D'accord ? C'est un ensemble. C'est un ensemble en fait gigantesque, non dénombrable, hautement sauvage, mais je l'écris quand même. Okay ? Alors maintenant, je peux faire la même chose avec N et N. On peut regarder les NN bimodules. C'est de nouveau un ensemble non dénombrable que j'écris. Alors chaque fois que j'ai un NM bimodule, je peux restreindre l'action de M à droite. Comme N, c'est une sous-algèbre de M, je peux restreindre l'action à droite de M à N, et j'ai un NN bimodule. Donc si ici je prends mon NM bimodule irréductible favori, ici, je le restreins à NN, alors c'est pas forcément irréductible, hein, mais je peux le décomposer en somme directe de représentations irréductibles. Je suis dans un cadre où ça marche. Et je vais obtenir un certain nombre avec des multiplicités de NN bimodules irréductibles. Alors chaque fois que je fais ça, j'écris un trait entre les deux, ou peut-être plusieurs, pour noter la multiplicité. C'est une méthode qui est assez connue en théorie des groupes. Ça s'appelle la matrice d'induction-restriction. Alors malheureusement, c'est toujours le bordel. Là, on a un ensemble non dénombrable ici, un autre là, et un ensemble non dénombrable d'arêtes entre les deux. Alors, donc c'est vraiment pas apprivoisé. Mais on peut se restreindre à quelque chose de plus maniable en faisant le jeu suivant. Parmi les NN bimodules, il y en a un qui est vachement privilégié, c'est N lui-même, le facteur N lui-même. D'accord ? Une algèbre, c'est toujours action à gauche, à droite sur elle-même. Donc on prend ce bimodule-là et on regarde simplement la composante connexe du grand graphe ici qui contient N. Alors j'essaie de réduire ça. Voilà la composante connexe qui contient N. Alors là, on a bien des chances d'avoir un graphe fini. Ça peut être infini. C'est forcément dénombrable. Et c'est ce qu'on appelle le graphe standard, le graphe principal du sous-facteur. Voilà, j'enlève ce qui n'est pas nécessaire, et il me reste le graphe principal du sous-facteur. OK ? Alors, j'ai fait un jeu qui vous semble peut-être un peu bizarre, mais à la fin, j'ai un truc qui ne dépendait que du facteur sous-facteur. C'est un invariant. Et voilà, on peut se demander quel genre de graphe on obtient ainsi. Est-ce que, par exemple, on obtient ce graphe-là ? La réponse, c'est oui, mais bon, je vais en dire beaucoup plus. Donc, le lien avec l'indice, d'abord. Je vous sors un truc qui est en fait faux, mais on va quand même supposer que c'est vrai. C'est pas loin. C'est que le lien entre le graphe et l'indice du sous-facteur, c'est que la norme du graphe, on prend le graphe, on prend sa matrice d'adjacence, c'est une matrice, c'est une norme. La norme du graphe, c'est exactement égal, non, même ça c'est archi faux. C'est la norme du graphe au carré. Bon, vous allez me dire que vous ne voyez pas la différence. Hein. Pas grave. Alors, maintenant, je vous donne la liste de tous les graphes qui sont les graphes principaux de sous-facteurs d'indice plus petit ou égal à 4.
Donc là, il s'agit d'un travail qui était terminé vers 1980, fin des années 80, je dirais. Donc les contributeurs principaux, c'était moi-même, Okneanu et Sorin Popa. D'abord, on obtient les graphes, donc ce sera tous des diagrammes de Coxeter-Dinkin. On obtient d'abord les graphes AN, de type AN. N'oublions pas, ça veut dire que ce graphe-là est le graphe principal d'un sous-facteur. Donc ça représente les bimodules. Donc ça, c'est le bimodule NN, et ça, c'est les autres bimodules dans sa composante connexe. L'indice, c'est 4 cosinus carré de pi sur n plus 1, où il y a n sommés dans le graphe. Ensuite, il y a les dn, qui ont un indice 4 cosinus carré de pi sur 2n moins 2, mais on voit le premier phénomène qui est un peu, disons, un peu différent dans ce monde, c'est qu'il n'y a que les graphes des 2n qui apparaissent. Donc pour qu'un graphe de type dn soit le graphe principal d'un sous-facteur, il faut que le n soit pair. Hein. Il n'y a pas de d impair. Ensuite, on s'attend à voir E6. Et si on est dans ce monde Coxeter, on s'attend à voir l'indice 4 cosinus carré de pi sur 12. On s'attend ensuite à voir E7, mais il n'est pas là. E6 il est en fait là 2 fois. Il y a une conjugaison complexe qui en fait 2 exemplaires. Et le suivant, c'est E8, qui est là avec son indice 4 cosinus carré de pi sur 30, et aussi, on le voit 2 fois. Donc il y a une version, il y a un paramètre complexe dans la définition. Si on prend le conjugué complexe, on obtient un autre sous-facteur. Alors ça, c'est tout pour les sous-facteurs d'indice plus petits, strictement plus petits que 4. On passe à indice 4, et on a de nouveau des diagrammes de Dinkin, mais cette fois, c'est des diagrammes de Coxeter-Dinkin étendus. Donc il y a A2n, une fois de plus, il n'y a que les trucs pairs. Ensuite, il y a dn, mais cette fois, il y a tous les n, il n'y a pas de restriction pair-impair. Il y a E6 étendu, il y a E7 étendu, et il y a E8 étendu, ils paraissent tous, sans problème. Et pour la première fois, on voit des graphes principaux infinis. Donc le premier, c'est le graphe A infini, où il y a simplement un sommet et puis les nombres naturels là, après. Ensuite, il y a D infini, qui est ce graphe-là. A infini, infini, c'est Z si on veut. C'est infini des deux côtés. Et ensuite, bon, celui-là, on va simplement l'oublier, je vais rien dire. Mais voilà. Donc ça, c'est un très très bon début. En tout cas, c'est les graphes principaux de tous les sous-facteurs d'indices plus petits ou égal à 4. Et en fait, pour ces indices-là, c'est une classification plus ou moins complète de tous les sous-facteurs possibles, imaginables, d'indices plus petits ou égal à 4. Donc c'est un bon boulot. Et c'est ce qu'on appelle, enfin j'appelle ici, c'est le royaume ancien apprivoisé. Parce que là, tout se passe bien, on a une liste, pas de problème. Ok, mais bon, le but de l'exposé, c'est de voir un peu le sauvage. Alors, pour rentrer dans ce monde sauvage, je vous fais remarquer que 3 fois 2, ça fait 6. Hein? 3 fois 2, ça fait 6. Et donc, vous vous souvenez que dans les groupes, quand on prenait le produit libre du groupe à 3 éléments avec le groupe à 2 éléments, on obtenait un monde sauvage. Alors, c'est peut-être la même chose avec ces sous-facteurs. Est-ce qu'on arrive à combiner un sous-facteur d'indice 3 avec un sous-facteur d'indice 2 dans des manières variées pour avoir une famille sauvage de sous-facteurs d'indice 6. C'est l'indice 6 qui est sauvage. Alors la réponse c'est oui. Il y a une construction simple
d'un sous-facteur où on se donne les deux groupes Z mod 2 et Z mod 3, et puis on peut même le faire avec deux groupes finis en général. On prend les points fixes pour l'une dans ce qu'on appelle le produit croisé, c'est un produit semi-direct par l'autre. C'est plus ou moins trivial que l'indice du produit croisé, du point fixe dans le produit croisé, c'est le produit des ordres des groupes. Donc en particulier, ça sera 6 dans un cas très simple. Et c'est avec ça qu'on obtient cette famille sauvage. Comment ? Ce qui est vrai plus ou moins, c'est que si on regarde, on a deux groupes finis, G et H. Les deux groupes agissent par des automorphismes sur un facteur. Alors le groupe engendré par G et H, deux groupes finis peuvent engendrer un groupe infini, bien sûr. Le groupe engendré par G et H est plus ou moins un invariant du sous-facteur, ce sous-facteur-là. Alors, comme il y a beaucoup d'actions de groupe sur les facteurs de type 1, comme il y a beaucoup de quotients de Z mod 2, du produit libre de Z mod 2 et Z mod 3, vous n'avez qu'à prendre, par exemple, le monstre, groupe fini simple, c'est un quotient de Z mod 2. La conclusion, qu'il y a plein de sous-facteurs d'indice 6. Et dans un sens qu'on pourrait rendre tout à fait technique, il y a une famille sauvage de sous-facteurs d'indice 6. OK ? Donc vous voyez qu'on a un phénomène assez intéressant ici. On a jusqu'à 4, on a ce monde complètement apprivoisé, donné par en gros par ces diagrammes de Dynkin. Et puis à 6, on sait que ça devient sauvage. Il y a un monde sauvage de sous-facteurs d'indice 6. Okay. Alors qu'est-ce qui se passe là? Donc la question évidente, c'est qu'est-ce qui se passe entre 4 et 6? Où est-ce que ça commence à être sauvage? Bon, vous allez me dire que c'est ça la question. Vous allez me dire que j'ai dit qu'à partir de 4, il y a une famille continue. Bon, je réponds que en fait, cette famille continue, c'est un peu bidon. On peut les oublier. Cette variation de l'indice provient de phénomènes très très simples de variation de dimension. Dès qu'on impose une condition d'irréductibilité pour le sous-facteur, toute cette famille disparaît et on a entre 4 et 6, on ne sait pas trop ce qui se passe. Bon, c'est ça le problème. Est-ce qu'il y a une valeur de l'indice entre 4 et 5, entre 4 et 6 où ça commence à être sauvage? Alors juste avant de le discuter, je dois admettre que nous aussi, dans ce monde de sous-facteurs, on a nos lions. Comme Martin Bridson avait ses lions, nous aussi. Il y a un sous-facteur d'indice 4,026 à peu près. C'est le plus petit indice plus grand que 4. Et de ces sous-facteurs, on ne connaît rien, strictement rien. On sait que leurs graphes principaux, on les connaît, mais ça ne nous donne aucun enseignement sur le sous-facteur. Alors bon, dans le bon esprit de mathématicien, je vais simplement oublier ces lions. On oublie les lions. Et une façon de le faire, c'est de dire, on regarde que les sous-facteurs qui ont des graphes principaux finis. Okay? Donc pour éviter les lions, bon, ici il y a une question fondamentale en fait, en passant, est-ce qu'on a le droit de doubler les lions? Il se peut que la plupart des sous-facteurs soient des lions, mais bon, ça c'est une autre question. Donc on va oublier les lions, supposons que le graphe principal est fini. Il y a d'autres raisons pour le faire aussi, parce qu'il y a des liens, par exemple, avec la topologie en basse dimension, où chaque fois qu'on a un sous-facteur de graphe principal fini, il y a ce qu'on appelle une théorie topologique, une TQFT, topologique quantique des champs, machin. Donc il y a toutes les raisons pour étudier les sous-facteurs qu'on appelle de profondeur finie dont le graphe est fini. Mais maintenant, je veux vous faire remarquer, je veux insister sur le fait que
Si on multiplie 2 par 3, on obtient 6. Mais si on multiplie 2 fois 3 plus racine de 5 sur 2, on obtient 3 plus racine de 5. Alors, c'est quoi 3 plus racine de 5 sur 2? C'est 4 cosinus carré de pi sur 5. C'est 1 plus le nombre d'or, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. On rajoute 1, on obtient l'indice d'un sous-facteur. Alors, donc on se pose tout de suite la question, est-ce qu'on peut prendre un sous-facteur d'indice 2 et le composer avec un sous-facteur d'indice 3 plus 4 cosinus carré de pi sur 5, qui est plus petit que 3, et obtenir une famille sauvage de sous-facteurs d'indice 3 plus racine de 5, qui est, vous voyez, nettement inférieur à 6. Okay. Alors ça, c'est une bonne question. Voilà. C'est un peu une question du monde classique qui rencontre le monde quantique, parce que bon, je n'ai pas fait la discussion, mais ce sous-facteur d'indice 4 cosinus carré de pi sur 5, qui devrait peut-être s'appeler le sous-facteur de Fibonacci, et c'était le premier objet quantique dans ce monde, alors que le sous-facteur d'indice 2 est tout à fait classique. Donc est-ce que le monde quantique est compatible avec le monde classique dans ce sens qu'on peut les composer, ces deux facteurs, dans une famille non dénombrable d'exemples. Alors j'ai passé plusieurs mois à chercher des sous-facteurs d'indice 3 plus racine de 5, et j'en ai trouvé 3, c'est tout. En principe, il y a des familles non dénombrables. J'ai une famille non dénombrable, en fait, j'ai une famille non dénombrable, mais je ne sais pas les distinguer, donc c'est un peu inutile. Je pense qu'ils sont inéquivalents, mais je ne sais pas le démontrer. Alors pour finir, il n'y a que 3 exemples. Alors voici les 3 exemples. Je donne simplement les graphes principaux. Donc ça, c'en est un. En fait, celui-là, il est assez facile à obtenir. On prend simplement un produit tensoriel bête des sous-facteurs. Alors celui-là est plus intéressant. Il y a une dualité, ce qui fait que chaque fois qu'on a un sous-facteur, on a un deuxième qui est le dual, et ils n'ont pas forcément le même graphe principal. Et voilà une construction un peu compliquée, avec le produit tensoriel et l'automorphisme, et on obtient ces deux graphes-là. Voilà. Quand on travaille dans le domaine, on aime bien ces graphes. Hein. On aime bien, on a ce graphe-là. Puis on regarde pendant un moment, on se dit, ah oui, il est joli. Mais ces 3 graphes sont simplement, en fait, dans les 3 premiers sur une liste de graphes qui sont des candidats dus à Bisch et Agrup, qui tendent vers une composition libre, une espèce de produit libre. En fait, bon. Alors, je n'ai pas mis le graphe principal de la composition libre, parce que c'est un graphe infini. Hein, donc, ce n'est pas ce qu'on cherche. OK. Alors maintenant, je suis presque au bout. On arrive à la question finale. Est-ce que, on se souvient qu'on a ce monde apprivoisé jusqu'à indice 4. On sait que c'est sauvage à partir de 6. On pense que ça devrait être sauvage à 3 plus racine de 5. Mais a priori, ça pourrait être sauvage entre 4 et 3 plus racine de 5. Ça serait étonnant parce que ce phénomène de sauvage provient en fait de la composition, du fait que 3 plus racine de 5, c'est le produit de 2 indices de sous-facteurs. Alors c'est le plus petit, il n'y a rien entre 4 et 3 plus racine de 5 qui est un produit d'indices de sous-facteurs. Donc ça serait étonnant, mais on ne peut pas l'exclure a priori. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour ça? Donc là, je dis que le sous-facteur est forcément maximal, parce que ce n'est pas un produit. Alors le cas le plus probable, ça serait l'indice 5. Et on peut en fait
trouvé une famille quand même finie, mais avec plusieurs sous-facteurs d'indice 5. Et voilà. Donc, comment est-ce qu'on aborde le problème de savoir où ça commence à être sauvage? Alors, une méthode systématique, ça serait d'essayer de classifier tous les sous-facteurs ayant un indice entre 4 et 5, puis indice 5 qui semble être spécial, puis ensuite, le plus dur, entre 5 et 3 plus racine de 5. Si on peut faire la liste, c'est qu'on n'est pas sauvage. Okay? Donc on essaie de faire la liste. Et c'est ça le travail récent que j'ai fait avec une équipe à Berkeley, surtout. Alors maintenant, il y a une liste conjecturée, et bon, je crois qu'on l'a démontré. Hein, donc si tout se tient, c'est la liste, c'est un théorème plutôt qu'une conjecture. Alors voici la liste. Okay, comme j'ai dit, il faut aimer ces graphes principaux. Alors, j'y vais gentiment. Ça commence par celui-là. Alors, celui-là, il a été découvert, attendez, je crois que je peux, voilà. Il a été découvert par Haugrup en 1994 ou 15. Et c'était vraiment le breakthrough, si on veut. C'était le premier nouveau sous-facteur d'indice plus petit que 4, et c'est le plus petit. C'est l'indice plus petit, plus grand que 4, avec graphe fini. L'indice, c'est 5 plus racine de 13 sur 2. Et c'était construit vraiment à la main. C'était un chef-d'œuvre, c'était un truc absolument remarquable, fait par Haugrup. Ensuite, le suivant, c'était construit par Aceida et Haugrup. Maintenant, l'indice, c'est 5 plus racine de 17 sur 2. Et voilà, c'était construit un peu en même temps que l'autre, mais c'était nettement plus difficile. Il ne faut pas cacher que ces objets, qui sont en principe des groupes d'ordre plus petits que 5, sont en fait vachement difficiles à construire et à manier. Alors, le suivant, c'est ce qu'on appelle Haugrup étendu. Voilà le graphe principal et l'autre le graphe dual. Alors celui-là, son indice, c'est un peu plus compliqué, mais c'est à peu près 4,37. Et ça a été construit pour la première fois par cette équipe de gens, Stephen Bigelow, Morrison, Emily Peters et Noah Snyder, et leur ordinateur, hein, parce que, comme j'ai dit, c'est compliqué. C'est compliqué. Déjà à Aceida Haugrup, c'était extrêmement difficile de faire. Ils ont fait à la main, je crois. Hein, c'est pas absolument sûr qu'il n'y a pas d'ordinateur là-dedans. Mais ici, forcément, on devait faire appel à l'ordinateur. Mais bon, c'est sûr, hein, il y a plusieurs programmes qui ont vérifié, plusieurs programmes indépendants. Le suivant, c'est 2-2-2-1, ce qu'on appelle 2-2-2-1. Et ça, c'est un exemple d'un facteur qui apparaît dans la physique, entre guillemets. C'est dans la théorie conforme des champs. C'était construit un peu dans cette direction par Izumi. Ici, je cache une autre discipline presque. Donc, le sous-facteur de Haugrup, c'était quelque chose de nouveau. C'était vraiment une découverte extraordinaire. Et avant ça, on avait tendance à se dire que tous les sous-facteurs, ça provient de, finalement, la géométrie. C'est un peu la philosophie d'Atiyah. Donc on peut commencer par un groupe, faire des déformations, des groupes de lacets, tout ça, suivre un chemin et obtenir tous les sous-facteurs. Mais en fait, le sous-facteur de Haugrup, jusqu'ici, jusqu'à nos jours, est un phénomène différent, un phénomène singulier, qu'on n'obtient pas jusque-là dans la théorie conforme des champs. Et voilà un qu'on peut obtenir. Et voilà, le dernier sur la liste est d'indice 4,7 à peu près. C'était construit par ces trois personnes. Et c'était pendant plusieurs années, c'était l'exemple d'un sous-facteur
d'indices plus grands que 3, que 4. Mais voilà. Alors de nouveau, voilà la liste de tout. Là, il y a ceux que j'ai expliqués. Ceux d'en bas, ça c'est les sous-facteurs d'indice 5. Okay, en gros, c'est les sous-groupes de S5 en quelque sorte. Alors maintenant, le boulot commence, hein, parce qu'on est arrivé jusqu'à 5, on a une liste, c'est apprivoisé. Qu'est-ce qui se passe entre 5 et 3 plus racine de 5? On veut faire la liste. Pour montrer que c'est apprivoisé, on vous donne la liste. Mais on n'est pas bien avancé. Les programmes d'ordinateur ont de la peine, donc il faut améliorer les programmes. Et jusque-là, on a trouvé, malheureusement, peut-être heureusement, je ne sais pas, aucun nouveau sous-facteur entre 5 et 3 plus racine de 5. Il y a des candidats, mais on n'a rien démontré d'existence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est vraiment la fin. Il y a, dans les particules élémentaires, il y a ce qu'on appelle l'hypothèse du grand désert. Alors, on commence à penser qu'en fait, entre 5 et 3 plus racine de 5, il n'y a rien. Donc, il y aura le grand désert. J'ai dit le grand désert, non? Le grand désert entre 5 et 3 plus racine de 5. Ça serait le plus apprivoisé qu'on puisse imaginer. Aucun sous-facteur. Ok, voilà, c'est la fin. Je vous remercie. Merci Vaughan pour cet exposé fascinant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. En quel sens est-ce que 2 est classique et 3 racine de 5 sur 2? Ah oui. Ça c'est une... Bon, 2 est classique, hein? On est d'accord. On connaît 2 depuis bien avant Mozart. Et 4 cosinus carré de pi sur 5 est quantique parce que, bon, il y a un lien avec les groupes quantiques de Jimbo, Drinfeld et autres. Et il y a une construction, il y a un chemin de construction du sous-facteur de Fibonacci qui part des groupes quantiques. Donc il prend un groupe classique qui met un paramètre, qui déforme le groupe classique et qui le déforme jusqu'à, en gros, 3 plus racine de 5 sur 2. Donc c'est dans ce sens que c'est quantique. Il y a des gens qui travaillent dans les ordinateurs quantiques qui essayent de faire des ordinateurs quantiques avec des systèmes quantiques en 2 dimensions, à très basse température. Et c'est un peu ce sous-facteur-là, si on veut, ces différentes versions, par exemple des représentations de groupes de tresses, qu'on espère voir dans la physique avec des vrais phénomènes quantiques en basse température. D'autres questions? Oui, ça c'est une bonne question. La question c'est, est-ce qu'il y a une définition précise de sauvage? Alors je vais à la fois répondre à la question et l'éviter. Dans un domaine, quand on voit ces phénomènes sauvages pour la première fois, on a simplement une famille non dénombrable, et ensuite on essaye de classifier, et il arrive après des théorèmes de classification lisse ou pas lisse, ou est-ce que des espaces boréens non séparables et tout ça. Alors nous on est ici au stade assez élémentaire du truc. Dès qu'il y a une famille qu'on ne peut pas vraiment mettre sous forme de liste, on dit que c'est sauvage. Mais il y a sûrement des méthodes de dire, par exemple, si
ma famille conjecturait de sous-facteur d'indice 3 plus racine de 5, là il y a un paramètre, c'est comme un quotient du cercle par une rotation irrationnelle. Et ça, dans un sens tout à fait technique, ça c'est un truc sauvage. Donc, c'est peut-être pas. Je peux en dire plus, mais... D'autres questions? Alors, merci beaucoup encore. Okay.